Quel bonheur de se promener pieds nus sur la plage ou de laisser les petits grains de sable couler entre ses doigts. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que le sable est la matière première la plus utilisée au monde après l'eau. Notre monde moderne peut difficilement se passer de cette ressource naturelle qui, vous allez le voir, se niche à peu près partout. Le sable est omniprésent dans notre quotidien. On le trouve dans l'asphalte de nos routes et dans le béton de nos habitations. Il en faut 200 tonnes pour construire une maison et 30 000 tonnes pour réaliser 1 kilomètre d'autoroute. Le sable de quartz entre aussi dans la fabrication du verre. Le silicium issu du sable de quartz est également présent dans les puces des ordinateurs, les téléphones portables, la fibre optique et les cellules photovoltaïques. Les produits de nettoyage aussi contiennent du sable, de même que le dentifrice. Le sable est la star incontestée de notre ère industrielle et électronique. Selon une étude du Programme des Nations Unies pour l'environnement, nous en consommons 40 à 50 milliards de tonnes par an dans le monde. Nos sociétés modernes sont de vrais châteaux de sable. Mais d'où vient-il au juste? Le sable est principalement issu de l'érosion, sur plusieurs millions d'années, de roches et de pierres des montagnes. Transportés par l'eau des rivières, ces cailloux arrivent sous forme de grains jusqu'à la mer. On pourrait croire cette ressource inépuisable, mais les réserves mondiales de sable ne sont pas infinies. Créé par l'érosion et la sédimentation au cours d'un long processus, ce matériau est aujourd'hui extrait par l'homme le long des rivières et des côtes à un rythme effréné. Sur le Mékong, au Cambodge, d'énormes dragues s'activent du matin au soir. Dans toute l'Asie, rivières et mers sont dépouillées de leur sable. Car le sable est la matière dont sont faites nos villes. Verre, béton, asphalte, la multiplication des mégapoles fait grimper en flèche la demande pour ce matériau longtemps présent en abondance. En voie de raréfaction, il aiguise désormais l'appétit des investisseurs. Les déserts abritent certes des quantités colossales de sable, mais leurs grains polis par le vent sont trop ronds et trop fins pour être utilisés par l'industrie du bâtiment. Non renouvelable à l'échelle humaine, le sable des rivières et des mers est donc appelé à devenir une denrée de plus en plus rare. En Europe, les carrières renferment des réserves pour encore plusieurs siècles. La pénurie de sable n'est donc pas pour tout de suite. Mais ces réserves, souvent situées sous des zones urbanisées, sont par conséquent difficiles d'accès. Sans compter que le sable de nos côtes disparaît. Chaque hiver, sous l'action des tempêtes, les plages perdent une grande partie de leur sable. Le vent, la houle, ainsi que l'élévation du niveau de la mer provoquent une érosion des côtes. Seule solution, faire venir du sable d'ailleurs. Une ressource non renouvelable. C'est difficile à croire quand on voit cette plage de la mer Baltique qui s'étend à perte de vue. Et elle est artificielle, nous disiez-vous, Monsieur Tiepolt. Autrefois, il y avait de l'eau sous nos pieds, c'est ça? Absolument. Nous sommes à peu près à l'endroit où était située la ligne de rivage naturel il y a 50 ans. Elle avait reculé à cause de l'érosion. Grâce à nos travaux de réensablement, nous avons regagné du terrain. Pourquoi est-ce si grave si la côte bouge, si elle recule? Le fait que la côte bouge n'est pas grave en soi. La dynamique littorale est un phénomène naturel qui n'épargne aucun pays côtier. Là où cela devient problématique, c'est lorsque le littoral est bâti, car dans ce cas, il y a un risque pour les populations.
Nous avons la même situation en France. C'est un problème mondial? Le recul du trait de côte est effectivement un enjeu planétaire. Chez nous, en Mecklembourg-Poméranie occidentale, 65% des côtes régressent. Au niveau mondial, l'élévation du niveau de la mer va certainement accentuer ce mouvement. Mais dans notre lande, cette dynamique est à l'œuvre depuis plusieurs siècles déjà. Et vous luttez contre ce phénomène avec une technique de réensablement que l'on découvre tout de suite. Le réensablement fait partie de l'arsenal de lutte active contre l'érosion côtière. En Allemagne, on regarnit les plages avec du sable frais prélevé dans la mer. L'opération est effectuée par une drague aspiratrice qui puise dans de gigantesques réserves naturelles de sable situées à plusieurs kilomètres des côtes. Au large de la plage, le bateau se connecte à une sorte de pipeline qui envoie les grains directement aux endroits qui en ont besoin. Ce bateau aspire donc le sable des fonds marins. Oui, le navire se rend au-dessus du gisement situé au large. Il faut vous imaginer une sorte d'énorme aspirateur avec un tuyau équipé d'un tamis de 10 cm sur 10 qui permet de ne pas pomper les grosses pierres. Ce mélange est remonté à bord et passe par plusieurs cribles. Nous ne gardons que les matériaux dont nous avons besoin, c'est-à-dire les sables dits moyens avec une certaine granulométrie. Et vous pompez aussi l'eau de mer? Oui, l'eau est nécessaire, car envoyer du sable sec serait très compliqué. Avec un mélange eau-sable, c'est plus facile. Mais cela ne fonctionne que tant qu'il reste du sable au fond de la mer. Évidemment. Mais dans notre lande, nous avons 15 gisements qui renferment actuellement 50 millions de mètres cubes de sable. Or, il nous en faut environ 500 000 mètres cubes par an. Ces réserves peuvent donc couvrir nos besoins pour un siècle. Et quelle quantité de sable est utilisée pour remblayer cette plage en particulier? Cela varie selon les années. Sur les 500 000 mètres cubes en moyenne que j'évoquais, et qui sont pour toute la côte, nous en utiliserons 220 000 pour cette plage cette année. Et 740 000 au total pour nos 3 opérations de réensablement. À quel intervalle ont lieu ces opérations? Selon la fréquence des ondes de tempête et leur intensité, nous avons en moyenne 8 à 11 ans d'accalmie, avant de devoir rétablir les anciens profils avec un nouveau réensablement. Ah, d'accord. La plupart des vacanciers souhaitent avoir des plages de beau sable fin, comme celui qui vient d'être déversé ici. Mais qu'il soit fin ou grossier, le sable ne sert pas seulement à passer du bon temps et à construire des châteaux qui, comme nous le savons, sont toujours éphémères. Il sert aussi à construire des édifices plus solides en béton. Nous allons maintenant voir d'où vient ce sable-là et comment on le transforme en matériaux de construction. Une grande partie de ce sable est extraite non pas de la mer, mais de la terre, et ce, depuis des milliers d'années. Exemple avec la carrière de Krassow en Allemagne, non loin de la Baltique. Oliver Dörner est la 3e génération à diriger l'entreprise familiale. Il y a 10 000 ans, lorsque les glaciers se sont retirés, ils ont laissé derrière eux les ressources naturelles que nous exploitons aujourd'hui. Le nord de l'Allemagne abrite beaucoup plus de sable que le sud. Une tonne de sable du nord coûte 3 € maximum, celui de Bavière 5 fois plus. Sous l'effet du boom de la construction, les prix ont grimpé en flèche. Nous sommes sur un gisement de 90 hectares qui fournit du sable qualifié. C'est un sable destiné à diverses applications. Par exemple, la production de béton et d'asphalte, la construction de routes et de chemins, l'aménagement jardinier et paysager, ou encore le garnissage des bacs à sable. Il existe 2 types d'extraction, à sec ou à partir des eaux souterraines. Dans cette entreprise, les engins comme cette excavatrice à chaîne à godet sont à la pointe de la technologie. Nous en sommes encore au début du gisement, mais cette excavatrice nous permet de travailler jusqu'à 14 mètres de profondeur.
Imaginez que mon bras, c'est la chaîne. Celle-ci va s'enfoncer de plus en plus profondément, de sorte qu'à un moment, on ne verra que la partie supérieure. Le reste sera sous l'eau. C'est au total l'équivalent de 16 000 camions de sable par an que cet engin à lui seul passe au crible, assèche et prépare pour l'étape suivante. À ce stade, la précieuse matière première est encore pleine de pierres. Après l'extraction, elle est acheminée automatiquement vers le poste suivant. Pour devenir officiellement du sable, les grains doivent passer sous la barre des 2 mm de diamètre. Ça, c'est le gravier brut qui provient du tas qui se trouve au-dessus de nous. C'est à partir de ce mélange que nous produisons le sable, ainsi que 3 autres types de granulats. Les autres granulats ont un diamètre compris entre 2 et 8 mm et sont surtout utilisés pour la construction des maisons et des routes. Broyage, criblage, lavage, le gravier brut doit parcourir un long chemin avant de devenir du sable. Après le criblage, le sable n'est pas totalement propre. Il contient encore des éléments qu'il faut éliminer. C'est comme dans une machine à laver. Il y a le pré-lavage, puis le lavage. Là, on en est pour ainsi dire au pré-lavage. Le lavage du sable sera effectué lors des 2 étapes suivantes. Nous obtiendrons ainsi un sable propre qui rejoindra le tas de stockage, à partir duquel nous pourrons le charger automatiquement sur les camions. Ça, c'est le sable lavé, de 0 à 2 mm. Il faut connaître la quantité de travail, de temps et d'argent nécessaires au traitement de ce sable pour apprécier ce matériau à sa juste valeur. C'est vraiment du sable de qualité. 98% du sable extrait dans le monde est utilisé pour le béton. À Krakow, la centrale à béton se trouve d'ailleurs juste à côté de la gravière. Pratique. Rencontre avec son directeur, Mike Lemke. Le sable est très important, car il contient des grains de divers calibres qui sont essentiels à la production du béton. Composé pour près de la moitié de sable, le béton contient aussi du ciment, de l'eau et, selon l'utilisation, du granulat plus grossier. Il s'agit de roches concassées provenant de Norvège que nous utilisons principalement pour la construction des routes et des ponts. Dans les maisons, le granulat grossier est surtout utilisé pour les fondations et les dalles de plancher, et le granulat plus fin pour les éléments de construction qui demandent plus de finesse. La recette du béton est très simple. Mais encore faut-il respecter scrupuleusement les proportions, car chaque ingrédient possède ses propres spécificités. C'est là qu'entre en jeu tout le savoir-faire du centraliste Kai Hofstad. Environ 2300 tonnes de matières premières sont mélangées ici quotidiennement, soit l'équivalent de près de 90 camions. Un étage plus bas, sable et gravier fin sont réunis sur une énorme balance. Depuis sa salle de pilotage, le centraliste surveille le bon déroulement de chaque mélange. La cuve commence par monter, on le voit à la flèche là. Une fois dans le malaxeur, elle bascule et les éléments sont mélangés pendant 20 secondes. Je peux contrôler la qualité du béton, éventuellement ajouter un peu d'eau. C'est comme avec un robot de cuisine. On met les œufs, la farine, le sucre et on mélange. C'est le même principe. Sauf qu'ici, on a pour ingrédients du sable, divers autres agrégats, du ciment, de l'eau et un adjuvant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le béton doit être utilisé dans l'heure qui suit sa préparation, sous peine de perdre en qualité. Le sable est une matière première indispensable. Je pense qu'il nous en reste suffisamment pour continuer à produire du béton pendant longtemps.
à condition de faire un usage raisonné de cette ressource et de ne pas la gaspiller. Monsieur Tippolt, est-ce qu'on pourrait prendre ce sable pour l'industrie du BTP? Tel qu'il est actuellement, non. Mais dans un autre type de granulat, certainement. Et pour l'industrie du BTP, on emploierait la même technique d'extraction que celle que nous avons vue tout à l'heure? La même technique, avec la drague aspiratrice. Sauf que cette fois, le sable serait acheminé à terre, où il serait stocké puis mélangé pour l'industrie du BTP. Quel est l'impact du dragage du sable sur l'écosystème marin? Quand on extrait du sable de la mer, on remonte aussi forcément la faune, la flore et les micro-organismes qu'elle abrite. Mais les perturbations restent très limitées. Très limité, c'est-à-dire? Notre processus d'extraction est très doux. Nous ne creusons que sur 30 à 40 cm en surface et devons à chaque fois laisser intact au moins 25% de la superficie totale. Par ailleurs, il faut attendre 15 ans pour exploiter de nouveau la même parcelle. Comme le montrent les nombreux programmes de suivi que nous avons effectués, ainsi que les analyses biologiques, cela laisse le temps à l'écosystème de se régénérer. Les moules, par exemple, qui sont une espèce relativement dynamique, se remettent très rapidement. Comment concilier protection des côtes et protection de la nature? Il y a certainement des intérêts divergents, mais le fait est que nous travaillons en étroite collaboration avec les différents acteurs. Notre méthode de réensablement fonctionne en circuit fermé. Le sable, qui provient à l'origine des falaises de nos côtes ou de nos plages, est emporté dans la mer par le vent, puis retourne par notre action sur le rivage, dans le cadre de la protection du littoral. Pour éviter que le sable ne reparte aussitôt en mer, les dunes jouent un rôle essentiel. Et pour fixer les dunes, on a besoin d'une plante en particulier, l'Oya. Je fais un trou bien profond, c'est ça? Oui, et en quinconce par rapport à la rangée du dessus. Vous pouvez marcher sur la ligne, ce n'est pas grave. Voilà, allez-y. Sur toute la rangée? Ah oui, d'accord, au milieu. Ne retirez pas le sable, tenez, regardez. Comment il s'y est pris alors? Il avait une sacrée technique. Ah oui, d'accord, je comprends. On laisse le sable en place, allez-y. D'accord. À cette profondeur, le sable est humide, l'Oya pourra pousser. Cette quantité-là, ça va? Oui, Donc on plante et on tasse. oui, très bien. Dirteus n'est pas assez profond. Oui, un peu plus profond. Et la pelle, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Tu es bonne pour recommencer. Quel mauvais élève je fais. J'arrive, Pierre. Ça y est. Allez-y. Comme ça, Oui, parfait. Ah oui. tout se fait à la main. Tout à fait. Quand est-ce que cette dune ressemblera à celle du haut? Je dirais d'ici 3 à 4 ans. Mais tout dépend si nous avons une tempête ou pas. La dune sert à évacuer l'eau qui est en surface. En cas de tempête, elle capte l'eau de pluie. Mais quand on a des perturbations records, comme ces 2 dernières années, elle finit par disparaître. Nous sommes donc obligés de replanter cette zone à peu près tous les 5 ans. Et les dunes, ça a toujours été des milieux artificiels? Je veux dire, créés par la main de l'homme? On a copié la nature. L'Oya est une plante qui a démontré son efficacité depuis très longtemps pour fixer le sable en surface. C'est pourquoi il est important d'apprendre aux enfants à ne pas grimper sur les dunes, parce qu'elles sont là pour protéger la plage. Si l'Oya est piétinée et disparaît, alors il n'y aura plus rien pour retenir le sable. Et la mer aura la voie libre. Le sable dont sont faites ces dunes n'est pas seulement beau, il contient aussi des ressources pouvant servir de matière première à l'industrie high-tech. C'est pourquoi les scientifiques s'intéressent au sable de nos plages, dans le but d'en extraire les précieuses terres rares. Clausthal-Zellerfeld, une ville universitaire du Harz.
Ces chercheurs veulent prouver que le sable d'Allemagne du Nord renferme des matières premières bien plus précieuses qu'on ne le pense. Des matières premières comme celles utilisées dans les téléphones portables. Andrea Haas et Alexander Gaun vont analyser ce sable. Tous les sables ne se ressemblent pas. Leur composition minérale varie. Celui-ci, par exemple, contient une quantité relativement élevée de minéraux lourds. Il m'évoque donc moins la plage que des minéraux précieux. Ce sable a déjà fait l'objet d'analyses et nous y avons trouvé une teneur élevée en zircon. C'est ce qui nous intéresse. Dans le zircon se cachent en effet les fameuses terres rares. 97% de la production mondiale vient actuellement de Chine. Ce sable de Rügen, la plus grande île allemande, pourrait peut-être lui faire concurrence. Les deux chercheurs ont mis au point un procédé qui devrait permettre d'extraire à grande échelle les substances précieuses contenues dans le sable de la Baltique. Première étape, la table de séparation à eau. Le sable est essentiellement constitué de quartz. Pour pouvoir en extraire les terres rares, il faut séparer ces composés aussi finement que possible. Ça m'a l'air bien. Les terres rares sont extrêmement importantes pour nos sociétés. Tout ce qui fonctionne avec l'électricité, tout le secteur de la mobilité électrique n'existerait pas sans elles. Les systèmes de propulsion électrique, par exemple, sont dotés d'aimants haute performance, composés de terres rares, sans lesquels ils ne pourraient pas être aussi puissants. C'est vrai aussi pour les téléphones portables. Leur moteur vibrant est également équipé de ce type d'aimant, de même que leur écran. Tous ces appareils ont besoin de terres rares. D'après les analyses, c'est la plage de Rügen qui concentre jusqu'à présent la plus grande proportion de terres rares. L'objectif de nos travaux est de réussir à extraire le zircon, qui est un minéral lourd. Comme vous le voyez, la table est animée par un mouvement de poussée d'avant en arrière, et l'eau s'écoule par gravitation. La matière légère est donc emportée par l'eau, tandis que le mouvement de poussée et l'inertie entraînent la matière lourde vers l'avant. C'est comme ça que nous récupérons les particules lourdes. Une tonne de sable de la Baltique fournit ainsi 400 grammes de zircon, un rendement qui est loin d'être négligeable. On va passer au séparateur Jones. Tu choisirais quelle matrice? La matrice d'1 millimètre, je dirais. Pour extraire les précieuses terres rares, Andrea Haas et Alexander Gaun doivent continuer de séparer les différents minéraux lourds. L'appareil dont ils se servent fonctionne avec les champs magnétiques et électrostatiques. Il a fallu 3 ans aux chercheurs pour mettre au point le procédé qu'ils utilisent actuellement. Ils espèrent que leur invention fera l'objet d'une application industrielle d'ici 5 ans. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici un minéral de couleur beige. C'est le zircon, dans lequel se trouvent les terres rares qui feront l'objet d'un traitement ultérieur. Le zircon est non conducteur. Le minéral de couleur noire, c'est le rutile. Comme il est conducteur, il a été séparé du zircon au cours du processus. Chaque matériau présente un intérêt. C'est fascinant de pouvoir extraire des matériaux à partir du sable que l'on ramasse sur la plage et de pouvoir les utiliser, par exemple, dans des aimants à haute performance. Un étage plus haut, dans le laboratoire de leurs collègues. Salut Lisa, on t'apporte un échantillon. C'est un échantillon de zircon broyé. Avec son équipe, la chercheuse Lisa Bruckner va étudier quels solvants sont les plus efficaces pour extraire les terres rares.
Nous serions très heureux si notre procédé pouvait trouver une application industrielle et faire rayonner encore davantage l'industrie allemande. Ces chimistes sont un peu comme des chercheurs d'or. Ils recherchent dans le sable des pépites aussi rares que précieuses. Oui, et je ne soupçonnais pas tout le potentiel de cette matière première. Et sa polyvalence. La planète entière est bâtie sur du sable, en fait. C'est vrai. Vraiment, le sable a tout pour plaire. Il est chaud, doux. D'ailleurs, je n'ai qu'une envie, m'allonger de tout mon long. Allez, au revoir. Tu veux peut-être une serviette? Non, c'est bien comme ça. À la prochaine. Restez curieux d'ici là. Sec ?